Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. On est au 55e épisode. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Magdalena et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo Triple L de Mag et les réseaux sociaux où je suis présente sont indiqués en barre d'infos. Alors, au programme aujourd'hui, du tricot et des roses. Voilà, en résumé, donc, enfin un peu comme ces derniers temps, hein, j'ai envie de dire. Pour la partie tricot, ça va être une belle partie tricot parce que je commence avec 2 projets terminés. C'est bien ça. Hein. 2 projets terminés et il y en a un où je suis assez contente et un autre que je suis... Enfin, qui me tient beaucoup à cœur et que je suis très très contente de pouvoir vous présenter. Donc voilà, ça va être bien, enfin j'espère. Après, je vous parlerai de mes encours, je vous parlerai des cales, et voilà, pour la partie tricot. Et pour la partie jardin, donc ce sera 100% rose, puisque, bon alors j'ai d'autres floraisons, mais en fait c'est vrai que les autres floraisons que j'ai, c'est plus des plantes qui accompagnent les roses, voilà. Vraiment, tout est fait pour mettre en valeur les roses qui sont les stars du moment. Bon, en gros, je suis super contente parce que sur les 60 rosiers que j'ai au jardin, je crois qu'il y en a 57 qui sont en fleurs en ce moment. Donc voilà, ça s'est jamais produit. En plus, ils sont en fleurs, mais je veux dire à un point assez incroyable. Donc là, c'est... je profite. Voilà. Je vous rappelle, parce que je ne l'ai pas fait la dernière fois, mais je vous rappelle, où j'informe les nouveaux, que vous pouvez regarder mon épisode en morceaux. Voilà, je comprends tout à fait que certaines parties ne vous intéressent pas. Voilà, c'est normal, ça me choque pas, enfin bref. Donc du coup, pour pouvoir vous permettre d'accéder aux éléments qui vous intéressent, je mets tout le temps sous les épisodes le découpage, enfin le programme ou le plan, enfin bref, ce que je vais dire dans mon épisode. Et je mets le temps auquel je parle de telle ou telle partie. Voilà, donc si vous regardez sur un ordinateur, vous pouvez cliquer sur le temps et accéder directement à la partie qui vous intéresse. Si vous regardez sur un autre support et suite au dernier sondage, vous êtes quand même nombreux à regarder sur autre chose qu'un ordinateur, et bien dans ces cas-là, vous regardez du style, je sais pas ce que je vais indiquer, mais si à 4 minutes 17 il y a quelque chose, ce sera indiqué 4 minutes 17, petit tiret, tricot fini numéro 1, et puis hop, vous pourrez regarder, vous déplacer vous-même avec le curseur à 4 minutes 17 pour regarder que cette partie-là, si vous voulez regarder que cette partie-là. Voilà. Bon, c'est parti. Donc la partie tricot que j'ai hâte de commencer, ça tombe bien puisque c'est la partie par laquelle je commence. Et donc j'ai 2 projets terminés. Voilà, donc je commence par celui auquel vous attendez le plus. En même temps, l'autre, vous savez que je l'ai fait, mais j'en ai jamais parlé, que je jamais trop parlé. Enfin bref, bon, je commence par le pull secret. Donc le pull secret, c'est un pull d'atelier Émilie Louis, à qui je fais un grand coucou. Donc c'est un pull qui a eu un très très gros succès à sa sortie. Il est sorti peu de temps avant le salon de l'aiguille en fait, donc du coup on a été beaucoup à profiter de ce salon là pour acheter nos laines là-bas, pour pouvoir faire ce pull. Donc c'est un pull qui se tricote soit avec un seul fil épais, soit avec 2 fils, et dans ces cas-là, si on prend les 2 fils, c'est un fil en fingering et un fil mohair. C'est ce que j'ai fait, et moi j'ai utilisé de la bébé mérino de Fonty et de la kit silk de Drops. Bon, kit silk de Drops, voilà, inutile de vous répéter encore et toujours j'allais dire mon amour pour Drops, peut-être pas, mais en tout cas, voilà, vous savez que j'en tricote beaucoup. Je trouve quand même que c'est un très bon rapport qualité-prix, même si il y a parfois des petites,
Enfin, c'est pas parfait, quoi. Mais bon, en même temps, quand on se fait un gilet pour 8 euros, on va pas s'attendre non plus à ce que ce soit parfait. Enfin bref. Donc bon, je tricote beaucoup de drops, ça change rien, et je continuerai beaucoup en tricoter. Donc voilà, la kit silk, en même temps c'est le fil mohair, c'est peut-être pas le plus important, je pense. Et sur le fil en fingering, j'ai voulu justement tester quelque chose entre de la drops et de la laine teinte-main. Ça s'est passé peu de temps après que mon gilet treillis que j'ai fait là de Lily Comme Tout, qui est un gilet que j'aime beaucoup, et comme j'aime beaucoup, je le porte beaucoup. Je l'avais tricoté en Flora et il a pas mal bouloché. Et j'avais un rasoir à bouloche qui doit pas être très très bien, parce que même quand je rase, ça change pas grand chose. Donc il va falloir que je m'équipe d'autre chose. Et du coup, j'avais pas envie de me relancer dans un pull en me disant, voilà, le pull secret, c'est un pull basique qui me paraît assez facile à porter. Je dis qui paraît parce que je ne l'ai pas encore porté, hein, et en ce moment il fait 26 degrés, mais voilà, donc je voulais pas me lancer dans un fil où j'étais pas trop sûre du vieillissement non plus, et je voulais pas me lancer dans un fil teint main parce que bah voilà, je voulais vraiment, enfin parce que financièrement ça fait beaucoup. Après j'ai pas mal de fils teint main qui m'attendent, mais pour ce pull là c'est pas vraiment ce que je voulais, surtout que mélanger avec de la mohair, enfin bon bref, je m'embrouille, mais toujours est-il que je cherchais un compromis entre de la drops et de la laine teinte main, compromis au niveau qualité et au niveau prix. Et donc je me suis dirigée vers la bébé Merino de Fonty. Je vous avais demandé peu de temps avant l'aiguille en fait, donc début février, ce que vous pensiez de cette qualité-là. J'avais entendu pas mal de bien sur la qualité. Moi j'avais un peu peur que ça fasse bébé Merino de drops. Autrement dit, on tricote un pull et on se retrouve avec un pull qui est 100 fois trop grand, donc je voulais pas trop ça. On m'avait pas mal rassuré sur le sujet. Voilà. En résumé, voilà. Donc, du coup, j'ai tricoté mon pull avec ces deux qualités. J'ai traîné pour le tricoter parce que je sais pas, j'étais attirée par d'autres projets. Je le sortais qu'à certains moments, et en fin de compte, enfin, j'ai peut-être eu moins de moments où je pouvais tricoter un projet zéro cerveau. Voilà. Donc il a un petit peu traîné. Une fois que j'ai tout terminé, je me suis posé pas mal de questions au niveau du col, parce que le modèle est présenté avec de la dentelle sur le col. Les versions des testeuses étaient présentées avec de la dentelle sur le col, et moi au moment de faire le col je me dis je sais pas si je mets de la dentelle, sachant que c'est quand même les modèles avec dentelle qui m'ont le plus plu. Je comprends pas maintenant avec un peu de recul que j'ai pu me poser la question, mais c'est pas grave. Et donc ne sachant pas me décider, j'avais acheté, donc ça c'est vraiment résumé des épisodes récents, j'avais acheté de la dentelle pour pouvoir tester au cas où, si j'aime bien je la mets, si j'aime pas je la mets pas. Et en fait j'ai beaucoup aimé avec, et j'imaginais pas même le pull sans une fois que j'ai testé avec, et voilà, je suis partie sur une version avec dentelle. Que vous dire d'autre? J'ai tricoté ce pull dans le cadre du CAL Se faire des secrets, organisé par Laure du Grenier de Malane, Sophie du Tricot Monde de Sophie et Héloïse de Tricot Louloute. Voilà, qui est un CAL qui s'est monté à peu près au moment de l'AEF, qui a eu beaucoup de succès, et je comprends pourquoi vu le modèle. Le CAL finit le 31 mai, et donc moi il fallait que je me dépêche quand même pour pouvoir finir à temps. Voilà. Bon, je pensais pas l'essayer, mais en fait je vais vous l'essayer parce que on se rend mieux compte, je pense. Sinon je vous mets comme d'habitude des petites photos, mais bon, allez, soyons courageux, mettons un pull par une chaleur étouffante. Alors, de toute façon, c'est surtout que tout ce que vous voyez là, c'est surtout la dentelle, et en même temps je suis contente de la dentelle. Alors, donc, c'est un pull que j'ai tricoté en aiguille 4. Je vous ferai une vidéo focus, hein.
J'ai tricoté en aiguille 4, donc voilà, c'est bien. Enfin, pour moi qui tricote de la fingering en 3, tricoter en 4, c'est chouette. Voilà. J'ai suivi le modèle, il y a juste pour le col où j'ai fait une modification. Parce que là, du coup, mon col remonte assez haut. En fait, donc comme j'ai choisi un col avec dentelle, j'ai fait de l'i-cord que sur le dos et puis les manches, le haut des manches. Voilà, comme expliqué dans le modèle. Sauf que si je prenais comme indiqué, si je relevais comme indiqué toutes les mailles en fait, si je relevais toutes les mailles pour faire mon i-cord, mon encolure était très large et m'arrivait style ici. Donc on voyait vraiment bretelle de mon soutien-gorge et d'un débardeur que je pouvais porter en dessous. Et du coup, quand j'ai vu ça, ça m'a un petit peu embêtée. En plus, mes manches sont assez longues, donc ayant ayant les emmanchures, enfin le haut des manches qui commençait là, du coup ça tombait encore plus bas au niveau des manches. Enfin voilà, du coup ça allait pas, je sais pas, j'ai peut-être tricoté trop large ou j'en sais rien. Donc j'ai regardé un petit peu j'ai regardé les différentes versions et donc celle que j'ai dans mes favoris, bah, c'est celle de Sophie, du Tricot Monde de Sophie, et de Laetitia, si je me trompe pas, c'est Rue des Mimosas, c'est ton nouveau pseudo, donc voilà, coucou les filles. Et du coup, Sophie indiquait qu'elle avait relevé 2 mailles sur 3 pour faire l'i-cord. Donc une fois que j'ai fait mon i-cord qui était trop lâche, j'ai détricoté mon i-cord et j'ai refait 2 mailles sur 3. Alors je trouvais que c'était une très très bonne idée, sauf qu'en fait j'ai réussi à faire tout mon pull sans détricoter. Donc je ne savais pas que c'était à ce point-là difficile de détricoter un fil mohair avec un fil fingering sur de l'i-cord. Voilà, alors je précise sur l'i-cord parce qu'en fait comme je rabats au fur et à mesure, enfin je pense que ça, j'aurais détricoté un truc en rond, ça se serait peut-être mieux passé que là, je sais pas, bon bref. Donc ça a été un petit peu long de détricoter. À la limite, j'ai fait plus vite mon i-cord que ce que j'ai détricoté. Mais c'est pas grave parce qu'au final, je suis vraiment contente du résultat. Là, mes cheveux sont absolument pas de la bonne longueur pour vous montrer le col. Donc voilà, du coup, j'ai refait mon i-cord. Ça a bien resserré là quand même. Vous voyez, je suis là au lieu d'être ici. Voilà. Et donc après, une fois que j'ai fait ça, j'ai bloqué mon pull, je l'ai laissé sécher, j'ai rentré mes fils et j'ai cousu ma dentelle. J'avais 2 dentelles, j'hésitais un peu avec les deux, enfin j'hésitais et j'hésitais pas, enfin, c'est-à-dire que il y en avait une que je préférais mais que j'avais des petits doutes et au final j'ai quand même mis celle que je préférais qui est très large et du coup j'ai triché un petit peu en la cousant comme ça, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre la bande large, je l'ai cousue un peu de côté et j'ai triché parce qu'en fait il y a quand même un petit bout de dentelle caché, quoi. Voilà, j'ai masqué la largeur de ma dentelle et j'ai cousu ça à la main parce que j'avais peur d'utiliser la machine. J'ai cousu ça à la main, pas du tout proprement. Voilà, parce que moi, les finitions, enfin la couture sur du tricot, c'est jamais propre. J'ai cousu ça avec un fil fin. Voilà. Et j'ai fait en sorte que ça tienne et que ça soit. Que ça se mette à peu près comme j'avais envie que ça se mette. Voilà. Bon, je pense qu'il est temps de l'enlever parce que là, c'est clair que j'ai trop chaud. J'ai vraiment trop chaud. Mais en tout cas, je suis ravie du pull, ravie du tombé et du coup comme tout au long du tricot le col était trop lâche, bah quand je l'essayais au fur et à mesure, j'avais du mal à me rendre compte de ce que ça donnerait avec le col un peu resserré en fait. Et du coup, comment
je savais pas ce que ça donnerait. Disons que quand je l'essayais, je me disais pas vraiment il va être aussi bien que les testeuses. Enfin ou que celui d'Emilie, hein. Enfin je veux dire quand je l'essayais, je sais pas, j'avais l'impression qu'il tombait pas très bien par rapport à cette histoire de col. Et comme quoi, je trouve que le col ça fait quand même beaucoup de choses. Et juste là d'avoir ne serait-ce que l'i-cord, même en prenant toutes les mailles, hein, ça avait déjà bien restructuré le haut, et là d'avoir resserré le col encore plus. Enfin, du coup, je veux dire, le pull sans col, sans dentelle, ouais, et le pull avec l'i-cord, avec la dentelle, j'ai l'impression que c'est un pull totalement différent. Voilà, donc je suis bien contente, c'est un bon basique, enfin voilà, je pense que je vais beaucoup le porter. Et pour l'histoire du col roulé avec la dentelle, eh bien je ne sais pas, ce sera la surprise quand il refera froid, quand on perdra 30 degrés. Pour l'instant, je ne sais pas, on verra. Mais bon, je me répète, mais je suis contente et dans le sens agréablement surprise parce que il y a un moment où je me suis vraiment dit ça va être un fail, mais sur un pull que beaucoup ont fait sans souci, ouais, j'ai douté quoi. Donc je suis contente parce que j'ai douté et qu'au final ça s'est bien passé. Voilà pour le pull secret. Oui, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je passe maintenant du coup au deuxième projet terminé, où là, je voulais pas montrer ici quoi. Oh, vous voyez des petits bouts. C'est le châle que j'ai tricoté pour le CAL Crime et Tricot, et en fait c'est un châle que nous avons créé avec Alice du Lapin d'Alice et avec Célia à Torizniti. Bon, je vous montre maintenant, même si je parlerai plus tard du CAL Crime et Tricot. Donc nous avons voilà, créé ce châle, c'était trop bien, la partie création était top, enfin voilà, c'était trop chouette. On vous a proposé, enfin on a proposé dans le cadre du CAL, enfin en même temps des personnes l'ont fait sans être inscrit au CAL, hein, enfin il n'y avait pas de souci, mais l'objectif c'était de proposer un châle en rapport avec le CAL Crime et Tricot, donc qui est autour de 3 enquêteurs qui sont Hercule Poirot, Miss Marple et puis Sherlock Holmes. Donc l'objectif c'était voilà, de vraiment faire un châle en rapport avec ce thème-là et ses détectives, avec une petite histoire, parce qu'il y a une petite histoire. Et on vous proposait ce châle sous forme de mystérical, donc on vous proposait de le tricoter sous 4 indices. Donc au début on vous avait dit que c'était, avant de commencer vous saviez que c'était un châle et qu'il fallait 2 écheveaux de fingering, enfin il fallait 400 mètres, 2 fois 400 mètres de fingering, de couleurs qui contrastaient. Et voilà. Et ensuite, nous, on vous a donné des indices, le 1er mai, le 8 mai. Alors, les 2 premiers mardis, c'était top parce que c'était férié, donc c'était assez bien. Enfin, Alice mettait l'indice à minuit, et puis voilà, ça permettait d'avoir... certains commençaient à minuit. Et puis après, voilà, il y avait pas mal de personnes qui ne travaillaient pas ces jours-là, et du coup, ça permettait de pouvoir avancer ces journées-là. Bon, et à partir du 3e indice, le mardi était plus férié, hein, on ne doit pas avoir assez de jours fériés, ça tombait pas bien tout le temps. Et puis pareil pour le dernier, mais le dernier était plus petit, donc c'est pas grave. Voilà, donc, je vais vous montrer du coup. Et puis après, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, hop... Bon, pour l'instant, je vous le montre comme ça, mais après, on va détailler chaque partie, parce que vous vous doutez bien que on a fait un truc qui avait un petit peu de sens. Alors, donc, je vous détaille chaque partie, je vous parlerai d'Hélène après. Alors, la première partie, c'est la partie poireau. Voilà. C'est donc la partie poireau avec du point mosaïque, hein, donc c'est pas du jacquard,
c'est plus facile que du jacquard. Et puis c'est, enfin oui, c'est plus facile et puis ça se fait bien quoi. Enfin avec les mailles glissées, vraiment, c'est ça, comment? Le tricot est assez fluide. Donc voilà. Donc à chaque fois, il faut se dire que la partie claire, la couleur claire, ça correspond au suspect et la partie foncée, ça correspond à l'enquêteur. Donc première partie, Poirot qui interroge, vous voyez, les suspects à la Poirot, hein, donc vous savez, un chapitre par suspect dans une salle, voilà, la salle carrée, et puis on a notre suspect, voilà, qui est entre les quatre murs, qui se fait interroger, qui se fait... hop, voilà. Ensuite, partie enquêteur, donc là, voilà, Poirot a des premières conclusions qu'il transmet à Miss Marple. Ensuite, le suspect galope dans un champ de marguerite. Alors, là, on est sur l'indice 2. Et l'indice 2, c'est... en fait, on a proposé deux versions. Il y a la version dentelle, comme ça, où il y a une autre version qui est faite de mailles glissées, mais pas mailles glissées façon mosaïque, hein, c'est des mailles glissées unies. Ça fait un peu comme le Winterfell avec les diagonales qui partent, quoi, sauf que c'est un motif diamant. Voilà, donc ça permettait de proposer deux choses différentes. Voilà. Surtout s'il y avait des versions masculines, parce que la dentelle fait plus féminine, donc en partant sur une autre version, ça pouvait aussi aider ces messieurs. Donc voilà, vous voyez là les petites marguerites? Là, on a la fleur et puis là on a les feuilles. Ensuite, parce que là, champ de marguerite, on était chez Miss Marple, et donc là, bah, partie mousse foncée, hein, donc voilà, Miss Marple et Sherlock Holmes, ils échangent un petit peu. Et puis, bah, Sherlock Holmes, il s'installe dans son fauteuil, voilà, et puis il réfléchit, et puis Watson est à côté, et Watson tente de réfléchir, mais bon, vous savez, Watson il réfléchit quand même moins bien que Sherlock Holmes. Et donc on est sur une partie illusion, parce que Sherlock il est toujours un peu l'esprit ailleurs, avec ses substances plus ou moins légales, là il a toujours l'esprit, et voilà, il passe ses nuits à réfléchir. Et donc comme il réfléchit, eh bien il se pose des questions. Donc, point mousse rayée et les questions. Voilà. Donc point d'interrogation foncé, c'est plutôt Sherlock qui se pose les questions. Et point d'interrogation clair, mais voilà, moins évident, on va dire, c'est quand c'est... j'arrive pas trop à vous le montrer à l'écran. Les points d'interrogation qui sont clairs, c'est Watson, parce que il est moins doué que Sherlock. J'espère que vous voyez. En vrai, on voit plutôt bien, mais... Ouais, si vous voyez quand même. Donc voilà, il se pose des questions et tout ça, et après, hop, partie foncée, partie des détectives, grosse réunion entre les trois, ils réfléchissent à qui est le suspect et tout, et ensuite, voilà, la bordure, donc ça c'est l'indice 4 du coup, et la bordure, eh bien le suspect est complètement encerclé. Et voilà quoi, il est attrapé. En même temps, on ne pouvait pas échapper à ces trois grands détectives, on est d'accord. Je sais pas si vous voyez... Ah si, c'est peut-être mieux là en fait. Hein. Voilà. Il est peut-être temps de passer aux laines, parce que vous voyez du fluo et tout, c'est quand même bizarre tout ça. Donc bon, les laines, je vous en avais déjà
un petit peu parlé, mais on va faire un rappel. Et puis en voyant tricoter, c'est quand même un petit peu plus sympa quand même que ce que je vous avais présenté. Alors, je ressors mon bullet journal pour Tricopathe. Moi, j'utilise super bien, hein. Mélisse, je te fais un coucou aussi au passage. Alors, donc, c'est le châle du crime du Tricot Express. J'ai donc utilisé de la Hedgehog dans 2 couleurs différentes. Et c'est de la Hedgehog Sock Yarn avec la couleur. La couleur Cry Baby, c'est celle qui explose les yeux de fluo. Et Wish, qui est le bleu, parce que c'est un bleu en fait. Le bleu, je sais pas, pétrole foncé. Alors, je vais essayer de vous montrer ça un peu plus près. Alors, le bleu. Moi, j'ai peur que vous voyez pas, que vous ne voyez pas exactement la bonne couleur. Et la couleur est super, vraiment. Enfin, j'adore. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup cette couleur-là. C'est vrai qu'on voit un peu noir, mais voilà, on voit quand même que c'est un peu plus bleu. Voilà, et donc l'autre couleur, bah, ça fait ça quoi. Donc il y a pas mal de speckles fluo. Donc c'est pas trop mon style. C'est pas trop mon style et pourtant j'aime beaucoup. Donc les deux, c'est de la Hedgehog. J'ai acheté les deux à la boutique 34 octobre à Montfort-l'Amaury. Et alors, bon, quand j'ai tricoté la mosaïque, hein, pas de souci, voilà, ça se voyait bien et tout ça. Les speckles, c'est rigolo à tricoter. Quand j'ai tricoté la dentelle, je vais vous montrer un truc, mais je sais pas comment le mettre, quoi. En fait, quand j'ai tricoté la dentelle, j'étais embêtée au début parce que les speckles se mettaient que ici et beaucoup, 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 beaucoup. Là, il y a vraiment eu. On a l'impression qu'on a pris un pinceau et oh là, vraiment des gouttelettes énormes. Et en fait, là, il n'y avait rien. C'était uni. Donc, je me retrouvais avec tous mes speckles ici, avec des tonnes et des tonnes de speckles et rien au bout. Et ça m'agace. Ça m'a agacé que ça ne se répartisse pas plus uniformément. Et puis en fait, vous voyez, au global, bah, si je vous avais pas dit ça, vous auriez pas remarqué que sur les premiers rangs, il y avait ça. Parce qu'après, ça s'est vraiment bien mis. Il y a même des moments où les speckles étaient plus sur la fin, justement. Le fait qu'il n'y ait rien au début, voilà, ça choque pas particulièrement. Et puis justement, ça s'est décalé parce que au début, bah, il y a eu beaucoup moins. Et puis après, c'est un peu revenu. Donc voilà. Peut-être qu'au début, je me retrouvais avec à peu près les endroits où il y avait tout le temps des speckles et mon nombre de rangs tombait sur... alors pas un tour, parce que faut pas exagérer, j'utilise quand même pas un tour complet d'un écheveau vert, mais voilà, peut-être que c'était comme ça, puis au fur et à mesure, comme on augmente... comme on augmente le nombre de rangs pour le châle, ça a peut-être permis de décaler un petit peu ça. Je ne sais pas. Hein, peut-être que les speckles ont vraiment été faits au hasard et que le hasard s'est mis tout au même endroit. Voilà, donc c'est un modèle gratuit hein, qui est accessible, enfin qui est ouvert à tous, pas forcément les personnes qui font le cal. En tout cas, comme je vous dis, nous on a adoré faire ça. C'était hyper intéressant de faire ça à trois, d'échanger, de voir ce que voilà, chacune a apporté quelque chose. On a tricoté ça ensemble en plus. Enfin, donc voilà, autrement dit, une fois qu'on a fini le modèle, il y a eu ça a été dur. Ça a été dur de passer à un autre tricot tellement c'était c'était bien, enfin c'était bien. Et donc pour le porter, je pense que je le porterai
Je sais pas ce qui me prend aujourd'hui de tout essayer dans cet épisode. D'habitude, je le fais pas, hein. Mais là, je sais pas, je vous essaye un pull, je vous essaye un châle. C'est l'épisode des essayages. Alors, voilà, j'essaierai de le mettre comme ça et surtout faire en sorte que tout se voit, quoi. Parce que, quand même, hein, c'est notre châle, donc il faut que je mette chaque indice en valeur. Donc là, j'ai un peu de dentelle, j'ai un peu de point illusion, j'ai un peu de mosaïque, et puis sur l'autre pan, j'ai un peu la bordure. Voilà. Donc je le porterai comme ça. La hedgehog, je vous l'ai déjà dit, mais c'est super doux, vraiment, c'est très très doux. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la hedgehog. Et j'en profite hein, quand je la tricote parce que c'est quand même des échevaux. Enfin, moi je trouve qu'ils sont pas donnés. Pour certains, c'est peut-être, je sais pas, quelque chose d'assez normal, mais je trouve qu'ils sont pas vraiment donnés. Donc voilà, j'en ai tricoté 4 en tout. C'est pour des châles, donc j'ai l'impression de profiter encore plus de la douceur de ces laines. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire sur ce châle mystère. En tout cas, un immense merci pour tous ceux qui l'ont fait, qui l'ont fini ou qui l'ont commencé, qui nous ont fait confiance dans cette aventure, hein, parce que on n'est pas non plus des expertes design. Même si, comme je vous dis, on s'est vachement amusé. Bon, il y a des fois on a un petit peu stressé, mais globalement c'était du bon stress. Et puis voilà, enfin, je sais pas, on a fait un truc et on a créé un châle et puis ensuite de le voir fait sous plein de couleurs. Donc là, comme le dernier indice c'était mardi dernier et que ce dernier indice concernait uniquement la bordure. Bon, je suis d'accord, on est sur pas mal de mailles, mais bon, c'est quand même moins que les indices précédents. Donc là, voilà, on voit les châles finis, c'est juste génial. Enfin, voilà. Voilà, comme je vous dis, merci à tous et je vous rappelle, c'est un modèle gratuit, donc si ça vous intéresse de faire un châle façon roman policier, eh bien, je vous conseille du coup de le faire. Fini pour les projets finis. C'est pas mal déjà. Hein. On passe aux encours. Alors, les encours, si je refais mon petit bilan chiffré de mes encours, comme j'aime bien le faire, en fait, c'est comme si que mes épisodes de podcast, c'était un petit point hebdo avec moi-même et mes tricots, et ça me permet de refaire le point aussi, quoi, ça m'aide. Donc, le premier encours, c'est le Mindering Shawl, que je n'oublie pas, je vous assure, je ne l'oublie pas. Le deuxième, c'est le Winterfell Cardigan, que je n'oublie pas, mais lui, non, je l'oublie pas parce que je le tricote tous les jours. Le troisième, c'est le test de mon design, le châle pour le bac option tricot. Et le quatrième, c'est un modèle, un test secret, entièrement secret, totalement secret, que je garde encore un petit peu secret pour quelques semaines. Voilà, donc 4 en cours, avec un vraiment au dodo, quoi, un que j'avance pas tous les jours, du tout. Et puis les 3 autres que j'avance un peu tous les jours. Alors, donc le Winterfell Cardigan. Le Winterfell Cardigan, il a pas trop mal avancé. Enfin, je dis ça en même temps, je sais plus exactement où est-ce que j'en étais, mais en tout cas, il est sur un point intéressant. Là. Je suis quasiment aux côtes du bas du corps. Quand je dis quasiment aux côtes du bas du corps, c'est-à-dire que j'ai un rang à faire et après je change mon numéro d'aiguille et après je commence les côtes. Pas mal, hein, c'est pas mal. Alors, il y a un truc que je vous ai... J'ai failli l'essayer. On va arrêter quand même cet épisode d'essayage. Il y a un truc que je vous ai jamais dit sur ce gilet. Il est temps d'avouer mes erreurs.
c'est qu'en fait, je me suis plantée quelque part au niveau de la maille glissée ou au niveau de la séparation. Enfin, peut-être au niveau des augmentations du raglan. Enfin, je sais pas. Mais en tous les cas, les diagonales, si vous les voyez, de maille glissée des deux demi devant ne tombent pas à chaque fois au même endroit. Voilà. Je pense avoir 4 rangs d'écart. Donc je vais tenter de masquer ça après parce qu'après on relève les mailles et on fait des bandes de boutonnage. Mais je sais pas, j'ai peut-être tricoté trop de trucs en même temps en n'étant pas assez concentrée sur celui-là. Et du coup, il y a un petit truc qui s'est pas bien passé et ça tombe pas comme il faudrait. Donc voilà, ça déjà c'est la première chose, je vous avoue, cette erreur. Ensuite, hier soir j'étais un peu embêtée parce que en comptant voilà mon nombre de centimètres, enfin pour voir quand est-ce que je commençais les côtes du bas, je me suis rendu compte qu'il fallait que je commence les côtes du bas alors que concrètement j'en étais là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que là j'ai une diagonale de maille glissée qui s'arrête ici, là, voilà. L'autre elle est là et moi je dois faire mes côtes. Or j'aurais adoré avoir une diagonale de maille glissée qui s'arrête juste là et ensuite je fais mon rang envers puis je fais mes côtes. J'aurais adoré que ça se passe comme ça et ça n'a pas été le cas. Et donc j'ai regardé dans les explications parce que des fois ça arrive qu'on me dise vous terminez le corps sur ce rang-là ou sur l'un de ces deux rangs-là. Voilà, donc je me suis dit ça se trouve elle précisait carrément. Mais non, elle ne le précise pas. Et en même temps, ça fait quand même pas mal de différence. Vous voyez, là j'ai la fin d'une maille glissée, là une autre maille glissée, ça fait tout ça. Donc je veux dire, vu là où j'en suis, ça me demanderait d'ajouter beaucoup de centimètres. Et le modèle du gilet est plutôt court, mais en même temps la longueur ne me gêne. Cette longueur-là ne me gêne pas trop. On doit s'arrêter à 32,5 avant les côtes, 32 cm et demi avant les côtes. Moi, je m'arrêterai à 32 cm, donc un petit peu moins, enfin 0,5. Mais après, j'imagine que... c'est la première fois que je tricote cette qualité, c'est donc de la Arco Iris Yards, coucou Ludivine, en base mérino nylon. Et la mérino que j'ai tricotée pour le lichen, c'était un peu détendu en longueur. Ce que j'avais... Voilà, je pense que l'une des raisons, c'est le fait que j'avais tricoté de la fingering en 3,5, ce qui m'arrive pas souvent, ce qui fait que comme je tricote assez lâche, voilà, je pense que j'aurais eu un tricot plus serré, ça aurait peut-être moins, ça se serait moins allongé. Mais en même temps, ça s'est pas allongé de beaucoup, enfin, je suis pas du tout en train de dire qu'il y a un souci, mais ça s'était un petit peu allongé. Donc là, je vais je me dis, si je m'arrête à 32 cm, du coup, ok, ça fait 0,5 cm que la version du modèle qui est peut-être un petit peu courte, mais à la limite, si c'est cette longueur, c'est pas grave, et si c'est un petit peu plus long, c'est pas grave non plus. Voilà. Et en même temps, il y a du nylon, donc peut-être que ça s'étend moins, mais je tricote encore en 3,5. Voilà. Bon, pour moi qui suis assez carré et tout ça, c'est vrai que le fait que le blocage a une variation différente selon la laine, c'est quelque chose où moi je suis pas vraiment à l'aise. Enfin moi je suis assez carré et puis surtout assez scolaire. Donc voilà, j'ai besoin d'un cadre. Et là, en gros, il faut faire un pull et puis après c'est la loterie. Et on fait un échantillon pour s'assurer de pas mal de choses et l'échantillon est censé nous donner des informations sur le fait que la laine s'étend ou pas, mais ça reste un échantillon. Voilà.
Donc je trouve que les indications données, c'est pas tout le temps les mêmes. Et puis après, je trouve aussi que certains peuvent avoir des... Enfin moi, ce qui c'est le plus détendu au lavage, c'est de la mairie-soie de la Féfil. Voilà. Enfin près de la mairie-soie, enfin une base mairie-soie quoi. Et donc... Enfin, ça s'est détendu chez moi, en plus c'était pour l'herbarium, donc devant j'avais tout un pan en dentelle, et ça se trouve, la voisine à côté fait exactement le même modèle que moi, et chez elle ça se détend pas de la même façon parce que on tricote pas pareil et tout ça. Mais bref, toujours est-il que c'est quand même des inconnus qui pour moi sont toujours un peu difficiles à gérer. Alors autant là pour de la laine teinte-main je m'y attends, pour le lichen je m'y attendais, donc c'est-à-dire que j'ai fait volontairement des manches plus courtes, là je vais faire pareil, etc. Sur le secret avec la mélange bébé mérino de Fonty et Kid Silk de Drops, là je savais pas du tout. Et mes manches au final je les avais faites limite un peu longues et elles se sont rallongées. Mais le corps il a pas, j'ai l'impression qu'il a pas bougé. Voilà. Bon, bref. Donc voilà, le Winterfell cardigan quasiment terminé avec ces histoires de mailles glissées. En bas ça tombe pas bien. Et puis elles seront pas, les mailles glissées, normalement ne devraient pas être en face, même si je vais tricher un petit peu. Et donc sur le fait que ça tombe pas bien en bas, ça me gênait au début, mais je vais laisser comme ça en fait. Parce que parmi les personnes qui font le cal Winterfell cardigan, certaines personnes ont laissé comme ça justement, sans aller jusqu'au bout du bout, et ça m'a pas choqué. C'est vraiment, j'ai été chercher des modèles pour voir en bas si ça se finissait bien ou si ça se finissait pas bien. Et voilà, quand ça se finit pas bien, enfin pas bien, quand ça se finit pas avec la diagonale qui tombe pile dans l'angle, ça me choque pas. Et en même temps, je préfère avoir un gilet avec la diagonale qui tombe pas bien, mais un gilet qui est à la bonne taille, plutôt qu'un gilet trop long ou trop court, mais la diagonale qui tombe bien. Et là, dans mon cas, j'ai l'impression que c'est un peu le choix que je dois faire. Voilà. Donc, voilà pour le Winterfell cardigan de Catherine Schneider. Je passe maintenant au châle du Cal Back Option Tricot. Alors, il y a eu pas mal de rebondissements sur ce châle, puisque j'ai pas réussi à faire ma dentelle. Alors, que j'explique pourquoi j'ai pas réussi. C'est pas que je comprenais pas les points, hein, en même temps, c'est ma dentelle, donc j'ai envie de dire, si je comprends pas les points, c'est un peu dommage, autant que je choisisse autre chose. Là, en fait, on n'est pas dans ce cas-là, c'est plutôt... que dans ce que je vous ai présenté la dernière fois, ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas parce qu'il y avait des torsades, vraiment des vraies torsades, les torsades qui ont tendance un petit peu à resserrer. Et du coup, ça resserrait mon tricot, enfin ça vous l'avez vu. Et là, dans ce que je vais vous montrer, c'est pareil, ça resserre. Mais c'était pas rattrapable pour moi au blocage. J'avais plutôt besoin de pas mal de points avec des jetés, plutôt que des torsades qui... voilà, ça faisait un peu ça. C'était régime. Voilà. Coucou Alice, c'était de la dentelle régime. Donc ça allait pas. Donc j'ai recommencé, enfin du coup j'ai laissé de côté la dentelle que j'avais faite, j'ai refait un autre modèle de dentelle, un autre diagramme. Quand j'ai refait cette dentelle, le modèle me plaisait et tout, je l'ai testé, j'ai fait quelques rangs, pas une dizaine de rangs. Bon, je précise que j'ai quand même qu'une vingtaine de mailles, hein. Et donc j'ai refait ça, et à nouveau ça me plaisait pas, parce que de la même façon, ça faisait régime, et j'avais du mal j'aurais eu du mal au blocage en fait à bien aligner mon bord de point mousse du bas avec mon bord de dentelle. Donc j'ai recommencé, et puis j'ai recommencé et je suis partie dans un truc, dans des réflexions pas cool. Donc, bon, si je vous montre déjà un petit peu, donc, pour mémoire, ça c'est mon début de châle, c'est un début de châle
en tôle matin yarn, coloris potager, avec des petits trous-trous, du point mousse, voilà. Et c'est un écheveau qui contient 366 mètres pour 100 grammes. Donc ça vous donne une certaine épaisseur de fil. Et je pars avec cet écheveau-là, je pars avec un écheveau de la Féfil dans une base différente parce que c'est moitié mérino, moitié soie, alors que l'autre c'est du 100% mérino. Et là, c'est un écheveau qui contient 495 mètres pour 100 grammes. Donc moi quand j'ai vu ça, j'ai la différence elle est assez importante, ça veut dire que je ne ferai pas des parties équivalentes. Donc ça veut dire que comme j'ai plus de la Féfil, enfin 495 mètres contre 366 mètres, c'est quand même une sacrée différence. Donc en fait quand j'ai vu la différence au niveau du grammage, j'ai pensé principalement aux parties de mon châle qui ne sont pas identiques et donc voir à la fin, étant donné que je finirais par une partie avec la Féfil, est-ce que comme j'augmenterai au niveau du nombre de mailles, est-ce que ça consommera pas plus de laine et que peut-être que naturellement j'arriverai à consommer plus. Enfin, j'étais partie que comme ça. Et donc là, comme je vous dis, j'ai fait une première version, celle que je vous ai présentée avec des torsades qui rétrécissait mon tricot. J'ai fait une deuxième version avec que des jetés, ça rétrécissait un peu moins, mais ça rétrécissait quand même mon tricot. Et là, je me suis dit, mais quelle gourde! Je pars avec deux écheveaux qui ont des métrages totalement différents. Moi, je pense qu'à l'optimisation de l'utilisation de ma laine, et ça m'est pas venu à l'esprit que deux métrages différents pour un même poids, ça veut dire deux fils d'épaisseur différentes. Et ça m'avait pas du tout effleuré l'esprit. Et quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit, oh, catastrophe. En fait, les deux fils sont pas faits pour aller ensemble. Donc là, j'ai assez paniqué. Parce que je vous ai expliqué tout mon truc. Il y en a un qui s'appelle Potager, l'autre qui s'appelle Marie-Antoinette. Ils sont faits pour aller ensemble. J'avais fait toute ma petite histoire autour de ça. J'ai choisi les deux écheveaux pour qu'ils aillent ensemble parce que voilà, là il y a, vous voyez la couleur de celui de la Féfil. Ben, il y a des speckles de cette couleur-là dans le potager. Donc voilà, je m'étais oui, enfin, j'avais pas fait ça au hasard, quoi. Et donc je tenais vraiment à cette association. Donc, j'ai réfléchi. Bon, j'ai aussi embêté Alice parce que je paniquais un petit peu. Et qui m'a déjà rassurée. Et puis après, j'ai pensé à autre chose. C'est que j'avais qu'à changer le numéro d'aiguille. Donc, moi, là, sur le point mousse, je suis partie en 3,5. Et en fait, j'ai fait une dentelle, donc un deuxième modèle de dentelle, sans torsade, qui est vachement plus élastique, hein, un peu moins serré. Et je l'ai tricoté en 3,75. Donc, point mousse en 3,5, dentelle en 3,75. Dentelle en plus avec plein de trous-trous. Le modèle de la dentelle me plaisait bien, sinon je l'aurais pas fait, mais je veux dire ça me plaisait bien, ça me paraissait bien aller avec l'idée que j'avais de Potager, Marie-Antoinette, Versailles et compagnie. Et puis en testant un peu, je pense que ça ira, je pourrais au blocage à peu près rattraper le truc pour pas avoir ici un espèce de truc, enfin la démarcation de couleur, que ça fasse pas un truc comme ça, quoi. Essayer d'assurer mes lignes, voilà, d'avoir des belles droites. Donc il va falloir se débrouiller avec ça, quoi. Donc voilà, le point, c'est un point avec des petits trous-trous, avec là un petit jeu comme ça que je trouve assez rigolo là. Voilà, pas d'utilisation d'aiguille à torsade, ce qui m'avait un peu gonflé dans mon premier jeu de dentelle, je dois l'avouer. Voilà. Donc je suis assez contente.
Je suis assez contente parce que j'ai réussi à passer cette partie, parce que j'ai même réussi à commencer le point mousse de la partie d'après. Parce qu'une fois que j'avais trouvé, une fois que je me suis plantée dans mes... je me suis plantée dans un petit jeu comme ça là. Vous voyez, ça fait l'espèce de petites vagues. Je me suis plantée là, je m'en suis rendu compte là, il a fallu que je détricote. J'ai l'impression que j'allais jamais y arriver, comme si c'était cette dentelle était une étape et tant que j'arrivais pas à la franchir, j'arriverais pas à faire le châle. Donc là, étape franchie et c'est bon, j'ai continué. Donc mon châle avec les petits trous. Je suis repartie donc avec le potager et donc je me suis refait un diagramme pour refaire le même nombre de rangs que la première partie. Mais voilà, une fois que j'avais commencé la partie potager, là, j'étais contente, vraiment, j'étais très contente. Donc j'ai quand même essayé de poser à plat pour regarder la dentelle un peu partout pour voir si je m'étais pas plantée. Ça se trouve, je me suis plantée et je le vois pas, ça m'étonnerait quand même, mais bon. En tout cas, il faut que je sois vigilante. Ça fait partie des dentelles où il y a des choses à faire sur tous les rangs. Les rangs en verre, c'est pas que des mailles en verre, quoi. Les rangs en verre, c'est aussi des jetés, des diminutions. Donc avec le truc de ok, je sais comment faire une diminution, inclinée à droite, inclinée à gauche sur l'endroit. Si je veux avoir le même rendu sur l'envers, qu'est-ce que je fais? Enfin voilà, des petites questions comme ça. Mais après, une fois qu'on a pris le truc, ça se passe très bien et voilà. Donc c'est parti pour celui-là. Maintenant, j'ai envie de dire partie point mousse. Ça va être fait rapidement avant de passer plusieurs jours sur ma partie dentelle. Je passe maintenant aux cales. Alors, les cales, donc, il y a donc les cales auxquelles je participe et que je co-organise. Donc, il y a le bac option tricot organisé par Alice Sammer, où je participe dans la catégorie mathématiques, comme c'est un châle que je design. Après, dans les cales que je co-organise, il y a toujours le cal plus un zeste organisé autour du modèle Zestoff de Nadia Crétin-Lechaine. Ça se finit le 30 juin. C'est un cal qu'on fait toutes les deux avec MJ du compte Instagram et du podcast Margeva. Après, il y a le cal Winterfell Cardigan qu'on co-organise avec Alice du Lapin d'Alice, Magali du compte Magalène, voilà, donc autour du modèle Winterfell Cardigan de Catherine Schneider. Et enfin, le dernier cal, c'est le cal Crime et Tricot, qu'on co-organise avec Célia à Tories Knitting et Alice du Lapin d'Alice. Et le cal Crime et Tricot, là, on vous prépare des petites choses parce que le mois de juin approche, parce que le mystérical autour du châle est terminé. Et donc, voilà, on a des petites idées pour vous faire passer un mois de juin. Alors, j'allais dire fun. Ouais, peut-être pas fun, mais intéressant. Intéressant, ça se prête peut-être mieux. Je sais pas. Surprenant. Ouais, je sais pas. Bon, l'épisode sera en ligne comme tous les mercredis à partir de 18h. Bon, en réalité, ces derniers temps, c'était même 17h45. Donc, si vous participez au Cal Crème et Tricot, sachez que ce soir, il y a un quiz et que vendredi, donc, on vous réserve, on vous dévoilera le début de ce qu'on vous prépare pour le mois de juin. Voilà, donc les cales plus un zeste, Winterfell Cardigan et Crème et Tricot se terminent tous les trois le 30 juin. Voilà. Bon, je vais peut-être pas rappeler ça à tous les épisodes parce que j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être que je fasse une vidéo que j'incruste tout le temps parce que je me répète. Bref. Bon. On passe donc à la partie jardin. Donc, comme je vous disais en intro, sur les 60 rosiers que j'ai au jardin, 57 sont en fleurs en ce moment. C'est trop bien. C'est du jamais vu. En plus, ils sont en fleurs, mais pas qu'un petit peu. Enfin, bon, il y en a quand même un qui a une seule rose. Mais alors, j'en ai qui ont des roses largement pour 2 rosiers. Hein. Enfin, du style, mon rosier préféré, le Reine Victoria, il a, je sais pas, des dizaines de roses, des dizaines et dizaines de roses, quoi. Enfin, je vous dis ça, je regarde derrière en même temps, je suis en train de le regarder.
Enfin, c'est assez impressionnant. Alors, je me suis pas trop renseignée sur comment c'était ailleurs. Est-ce que chez les autres c'est pareil ou pas? Euh, Est-ce que c'est vraiment une année arrosée ou pas une année arrosée? Je ne sais pas. Toujours est-il que, comme je vous dis à chaque fois, moi mon jardin est assez récent, donc voilà, c'est vrai qu'au début, alors quand les plantes sont assez vieilles, du coup elles ont du mal à fleurir parce que c'est trop vieux, mais quand c'est trop récent, c'est pareil, hein. Enfin, il faut attendre un petit moment avant que ça s'installe bien. Surtout que moi j'ai quand même enfin voilà, on a beaucoup planté au jardin, mais pour pouvoir beaucoup planter, on a plutôt acheté petit pour pouvoir... En fait, je voulais vite faire le jardin. Donc financièrement, pour que ça passe, bah, il est mieux planter petit que planter gros. Et en plus, on dit souvent que quand on plante petit, il y a plus de chances pour que ça reprenne. Donc en plantant petit, forcément, voilà, c'était amené à grossir et on était bah, il fallait avoir un peu de patience avant d'avoir un jardin bien comme je le souhaitais. Donc je ne sais pas si on arrive justement au début de cette période-là où on dit souvent que quand on a un vrai hiver en contrepartie, on a un vrai été. Donc vu comment il a fait froid l'hiver, est-ce que du coup ça, je sais pas, du style les plantes ont compris que c'était vraiment l'hiver, elles se sont vraiment mises au repos et puis après du coup elles ont pu se réveiller normalement et puis fleurir normalement plutôt que quand on a des hivers un peu un peu plus chauds en fait où là c'est peut-être moins franc pour les fleurs. J'en sais rien. La bio, c'est pas mon truc, hein. Voilà, il a fallu que j'en fasse parce que j'aimais les maths et que j'avais pas trop le choix, mais c'est pas mon truc. Donc peut-être que mon analyse est totalement fausse, hein. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça m'intéresserait. Donc, comme je vous dis, 57 rosiers en fleurs, ça veut dire beaucoup de fleurs, ça veut dire beaucoup de fleurs fanées, parce qu'il fait chaud. Et voilà, je vous le redis, il fait 26 degrés aujourd'hui, j'en peux plus, il fait chaud, il fait lourd. Donc du coup, ça veut dire que les fleurs fleurissent vite et puis sèchent vite. Et en plus, donc ces derniers jours, il fait vraiment chaud en journée et les soirs, il pleut. Ce qui fait que je me retrouve avec des roses qui sont parfois bah, comme pourries en fait. Voilà, c'est moche, hein, mais c'est comme la rose normale, voilà, sauf qu'elle est un peu penchée et que elle est, comment vous dire, pourrie pour moi, c'est toute fanée, toute flétrie et puis je sais pas. Enfin normalement, d'habitude mes roses, quand la température est classique, la rose quand elle fane, et ben en fait petit à petit les pétales tombent et puis il reste que le cœur de la rose et voilà. Donc ça c'est pour moi c'est quand j'arrive sur un rosier qui a que le cœur de la rose, je me dis mince, ça veut dire que je suis passée vraiment trop tard parce que moi j'aime couper quand ça commence à peine à tomber. Parce que, bon là c'est le cas au jardin, j'ai pas mal de pétales de rose par terre, mais ça m'agace quand il y a plein de pétales de rose sur la pelouse, ça fait négliger je trouve. Je sors quand même pas un râteau ou quelque chose pour les enlever, hein. Non, faut pas abuser. Mais voilà, en tout cas c'est d'habitude les roses ça se passe comme ça quoi. Et donc quand la rose elle est quand même attachée avec tous les pétales bien accrochés, mais que tout ça c'est un peu fané, un peu flétri, et que c'est fané couleur je sais pas, couleur marron clair quoi. Pour moi ça fait pourri. Donc je me retrouve avec des roses comme ça et je pense que c'est dû au temps, pluie et chaleur. Et bon, mis à part ça, globalement j'ai pas mal de roses fanées à enlever, donc j'essaie de faire le tour régulièrement. Et justement, on me demande souvent si ça demande beaucoup d'entretien, les rosiers. J'ai tendance à dire non, parce que si on y arrive, c'est que ça demande pas trop d'entretien, parce qu'on voilà, on passe pas non plus, je jardine pas tous les jours. Et couper les roses fanées, je trouve que c'est un côté déstressant, c'est un côté très zen. Voilà, ça, quand je coupe mes roses fanées, déjà, bah, voilà, je coupe ma rose. En général, c'est le moment où je peux le plus m'attarder sur un rosier. Bon, il y a déjà, quand je fais mes petits tours, que je prends quelques photos, que je vous mets ça en story Instagram, là je fais un petit tour des rosiers, mais c'est... Enfin, quand je coupe les roses fanées d'un rosier, c'est vraiment là où je fais le tour de toutes les roses, je les regarde toutes, et c'est un moment assez agréable. Et quand je travaillais, c'était un moment que j'aimais beaucoup le soir
quand je rentrais, je rentrais pas très très tôt, mais voilà, c'est des périodes où il fait jour encore assez tard, et donc ça m'arrivait, enfin si je rentrais tard, ça m'arrivait de coucher les enfants, enfin de coucher les enfants, faire l'histoire, faire un petit bisou, couper mes roses fanées et puis de manger après. Et voilà, c'est un côté vraiment... voilà, on a tendance à dire que nos générations sont de... Enfin, c'est le cas, nos générations sont de plus en plus sur les réseaux sociaux, sont de plus en plus connectées, multiconnectées, ultra connectées et tout ça. Enfin, et donc derrière, pour compenser ça, on a besoin de davantage de nature ou de davantage... On le voit, on fait de moins en moins, on achète de moins en moins des plats cuisinés tout prêts, on recommence à revenir sur les produits de base pour transformer soi-même, enfin tous ces trucs là, peut-être pour compenser justement le trop de technologie. Et je sais pas, je me suis toujours demandé si c'était pas ça, parce que moi effectivement, nouvelles technologies, réseaux sociaux et tout, je suis à fond dedans. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, pour diverses raisons. Et alors après, je suis pas cuisine, hein, donc moi je suis encore du style à, si j'avais le choix, j'achèterais des plats cuisinés. Heureusement, c'est mon mari qui cuisine et voilà, il fait ça très bien. Mais du coup, je me demande s'il n'y a pas le côté nature, et du coup, après une journée de travail, après bon, peut-être pas une journée 100% devant l'ordinateur, mais mais pas loin, et du coup de finir par une journée, enfin finir une journée comme ça, par couper les roses fanées, ça me paraissait assez logique, et je veux pas dire que ça équilibrait, parce qu'il faut peut-être pas exagérer en termes de temps, c'était pas pareil, mais bon, voilà, c'était, moi ça me paraissait assez logique. Donc voilà, c'est un côté très zen, tout comme le tricot. Et alors, du coup, je parle tricot dans la partie jardin, mais ces derniers temps, je trouve que vraiment mon rapport au tricot change. Alors, je tricote toujours, voilà, je tricote toujours quand j'ai du temps de libre et tout ça, mais je m'aperçois vraiment que depuis le début de l'année, ça m'est déjà arrivé de devoir attendre à certains endroits sans avoir le droit d'emmener un tricot. Et je paniquais d'avance de ne pas avoir mon tricot. Voilà, c'est la première fois que ça me le faisait. Le fait d'emmener mon tricot partout, dans une salle d'attente, dans la voiture, même si je dois attendre, même si peut-être que je dois attendre 5 minutes et qu'au final ça se fait pas, j'emmène mon tricot. Si en ce moment il fait chaud, on sort, je vais chercher les enfants à l'école en voiture, il fait trop chaud dans la voiture pour qu'on reste dans la voiture avec ma dernière. Du coup on sort, elle se balade sur le petit espace qu'il peut y avoir, et puis moi je tricote à côté, debout, et voilà, enfin j'ai l'impression que je peux pas attendre sans tricoter. Donc on en revient peut-être encore à cette histoire de génération qui ne sait pas attendre, qui est impatiente, qui n'est rien, et du coup moi je ne sais pas attendre sans tricoter, sans rien faire. Voilà, donc en résumé de tout ça, couper les roses fanées et tricoter, ça déstresse, ça fait du bien. Donc, si je passe aux différents rosiers, donc je vous ai préparé des petites vidéos comme la dernière fois que je mettrai pendant mon petit blabla, et par contre après j'ai pas de partie visite du jardin. Je sais, je vous ai pas tout montré encore, mais je pense que vu les rosiers qu'il y a, ça suffit largement. Alors, dans la partie massif des roses, j'ai le rosier Charles de Mills, qui est un rosier non remontant, qui cette année fleurit beaucoup. C'est un rosier dont je vous ai déjà dit qu'il avait la réputation de bien s'étendre en largeur, et je vous confirme que chez moi c'est le cas. Beaucoup de roses, donc lui il donne tout maintenant, parce qu'après après cette floraison là ce sera terminé, hein, il remonte pas, donc pas de roses avant l'année prochaine. Mais voilà, j'en profite, et il fait largement le boulot. Juste à côté de lui, en bas, il y a le rosier Sissi, qui s'appelle aussi Lune Bleue, si je me trompe pas. Il a une rose. Voilà, une rose, juste une, mais elle est précieuse parce qu'elle est là. Ça veut dire qu'il aura fleuri cette année. Il se portait pas bien l'année dernière, du coup j'avais vraiment ratiboisé, quoi. J'avais vraiment taillé assez court parce que j'ai l'impression que les branches étaient un peu malades, et puis elles étaient à moitié mortes, donc voilà, j'avais beaucoup taillé, et puis là le fait qu'il ait une rose, ça veut dire
Ça veut dire qu'il est reparti, donc c'est très bien. Ces fleurs sont assez grosses, c'est des fleurs modernes, donc c'est pas mes préférées, mais elles sont d'une très jolie couleur parce qu'on est sur un vieux rose limite couleur de mes lilas quoi. Enfin vraiment style mauve clair, voilà, c'est quand même c'est une couleur très jolie. De mémoire, il y a le rosier Charles de Gaulle que je n'ai pas au jardin, mais qui est de cette couleur-là, que je voulais avoir justement pour en avoir un au jardin de cette couleur, mais qu'on m'avait déconseillé dans un magasin Truffaut. On m'avait déconseillé ce rosier parce qu'apparemment il est assez malade et le gars m'avait même dit que c'était une honte de l'avoir appelé Charles de Gaulle. Voilà, donc en tout cas si la couleur vous intéresse, je vous conseille plutôt le rosier Sissi que Charles de Gaulle qui a priori a très mauvaise réputation. Juste à côté de Sissi, il y a le rosier Reine Victoria. Voilà. Mon Reine Victoria, mes petits pompons là, qui sont trop beaux, avec cette couleur, mais trop belle. Donc il se porte bien, je vous le répète à chaque fois, c'est mon rosier préféré, mais il a aussi la réputation d'être malade. Mais au jardin, ça va. Ça se trouve, j'aurais mis Charles de Gaulle au jardin, il se serait très bien porté. Voilà, donc ils sont bons, il a beaucoup de roses, en plus à différents stades, donc ce qui est très agréable à regarder. Donc voilà, puis les roses ont tellement une forme particulière que du coup voilà, c'est mon préféré. Juste derrière lui, il y a le rosier Madame de Maintenon. Et Madame de Maintenon a une couleur assez semblable en fait. Et c'est assez rigolo parce que quand on regarde de loin, les deux rosiers, alors ils sont un peu en décalé en réalité. Les floraisons se mélangent et en fait du coup on voit la même couleur qui s'entremêle mais c'est pas du tout la même forme. Parce que Madame de Maintenon c'est un rosier avec des roses plus grosses, avec beaucoup de pétales à l'intérieur. Et ça se mélange avec les pompons de Reine Victoria, donc c'est assez chouette. Et là, le rosier Madame de Maintenon, je ne savais pas qu'il pouvait autant fleurir. Et il me fait même des grappes de roses. Et alors moi, ça, les grappes de roses, je suis fan. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, c'est moi qui dis ça comme ça, mais c'est quand vraiment au bout d'une tige, j'ai plein de tiges assez courtes avec des roses, mais des tiges quand même assez longues pour que les roses puissent bien s'étendre. On verra avec le rosier d'après pourquoi je dis ça. Mais des tiges assez courtes pour que ça fasse limite je coupe une longue tige et puis ça me fait un bouquet au bout quoi. Donc c'est vraiment joli et ça fait ça, il y a une certaine opulence quoi, donc c'est vraiment chouette. Donc justement l'un des voisins de Reine Victoria, c'est Jacques Cartier, qui lui aussi, je vais vous le dire à chaque fois, mais qui lui aussi fleurit cette année d'une façon assez incroyable. Lui aussi il a été un peu malade l'année dernière, mais il s'en sort très bien cette année. Et je vous avais déjà dit, c'est un rosier qui est dans une famille où les roses ont des tiges très courtes, ce qui fait que quand elles s'ouvrent, elles se gênent toutes en fait, elles sont toutes serrées. Et du coup, des fois, certaines roses ont même du mal à totalement s'ouvrir, et du coup, elles s'ouvrent qu'à moitié. Et c'est très compliqué de couper les roses fanées d'un rosier comme ça, parce que c'est tellement serré qu'il faut réussir à trouver au milieu de ça le bout de tige à couper, sans couper le voisin d'à côté, parce que si on coupe le voisin d'à côté, on coupe une rose en pleine forme, ou pire, un bouton de rose. Alors moi ça, couper par erreur un bouton de rose, c'est au secours. mais voilà, donc Jacques Cartier, il a une très jolie forme, parce que quand la rose s'ouvre, il y a comme le petit coussin là, tout moelleux au milieu du cœur, c'est très beau, mais il y a l'inconvénient que voilà, toutes les roses elles sont toutes serrées. Quoique là, quand j'ai fait le tour ce matin, donc pour la petite vidéo que vous regardez là, j'ai trouvé que c'était pas trop mal quand même. Les roses elles ont réussi quand même à pas trop mal s'ouvrir, elles ont une forme assez jolie, donc ça va. C'est pas tout le temps le cas. Alors, toujours dans ce massif, il y a le rosier Line Renaud qui commence à bien se réveiller. Alors, c'est un rosier qui est un peu coincé, ce qui fait qu'en fait, la première rose qui a fleuri, je ne pouvais pas m'en approcher.
Et je pense que ça va être un peu compliqué de couper ces roses fanées. Il va falloir que j'ai une tenue épine compatible et que je fonce dans les rosiers pour couper mes roses fanées. Parce qu'il n'est pas très bien situé, quoi. Enfin, en fait, quand on a planté les rosiers, je voulais à tout prix optimiser l'espace. J'ai pas pensé à la période où les rosiers seraient à ce point-là en forme et où moi il faudrait que j'arrive à me coincer, à passer dans des rosiers sans avoir peur d'accrocher mes vêtements dans les épines. Donc Lynn Renault, c'est un rosier classique, moderne, assez connu, qui a un peu un dégradé, donc l'extérieur de la rose est assez rose foncé et l'intérieur est plus clair. Et c'est quand même un rose assez soutenu par rapport à sa voisine Madame de Maintenon. Et il sent très bon. Enfin, en tout cas, là pour le coup, le gars de Truffaut, le fameux qui m'avait parlé du Charles de Gaulle, avait un très bon avis sur Lynn Renault et je suis assez d'accord. Même si, voilà, ça reste des rosiers modernes où je suis un peu moins fan, surtout quand les rosiers portent le nom de quelqu'un de connu comme ça. C'est vrai que des fois, c'est pas forcément les meilleurs, mais celui-là, il est très bien. Alors, juste à côté de l'autre côté de Madame de Maintenon et un petit peu plus en bas, il y a le rosier Félicité Parmentier, qui est mon rosier non remontant préféré, qui a commencé à fleurir et le pauvre, la première fleur s'est prise la pluie. Et comme c'est un rosier assez clair, enfin les roses sont assez claires, du coup la pluie ça pardonne pas. Et donc ça, soit sur les roses claires ça fait des taches, des taches roses ou des taches violettes, soit ça pourrit un peu comme je vous disais, et là c'est le cas. Là ça a un peu pourri la première rose. Mais les prochaines s'ouvrent et voilà, il a toujours autant de délicatesse, c'est vraiment le mot, à côté d'un Lynn Renault qui est, il a, enfin voilà, une grosse rose. Ça fait le rosier costaud quoi. À côté, le Félicité Parmentier, il est tout en douceur, tout en finesse, très très joli. Avec les roses quand elles s'ouvrent, un petit dégradé de rose et puis le cœur pompon là, enfin coussin plutôt. Le cœur coussin, trop beau. Puisque c'est un rosier ancien. Voilà, j'ai fait le tour pour le massif rose des roses que je voulais vous montrer. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, Geoff Hamilton, Bonica qui a commencé, Chartreuse de Parme, enfin bref, on en parlera plus tard. Côté massif abricot, je voulais vous remontrer le Marie-Magdalene parce que quand je vous l'ai présenté tout au début, il était plutôt blanc avec l'intérieur abricot et maintenant on est sur du abricot 100%. Voilà, il n'y a pas eu de remontée parce que le rosier s'est pas totalement arrêté de fleurir avant les roses d'après. Pour moi c'est dans la continuité de la première floraison, mais voilà, les roses suivantes sont vraiment d'une autre couleur et c'est très joli. Et en fait c'est le rosier que je vois quand je mange. Voilà, quand on a chacun notre place à table et quand je mange, moi j'ai vu sur ce rosier là et je le vois changer au niveau des couleurs, donc j'aime beaucoup. Et je voulais vous montrer dans ce massif là aussi le Xavier de Freycinet que je vous avais pas encore montré en fleurs. Et donc voilà, il ressemble à certains rosiers que je vous ai montrés, notamment le Abraham Darby, hein, donc cœur abricot plutôt soutenu, puis qui est de plus en plus clair. Sauf qu'il y a quand même pas mal de différences entre le Xavier de Freycinet et le Abraham Darby, parce que le Abraham Darby c'est une rose très grosse. Alors que le Xavier de Freycinet c'est une rose plus petite. Et en fait elle a... je sais pas comment décrire, le bord des pétales paraît un peu fripé en fait, un peu froufrouté. On est moins sur une rose où, bien marquée, avec des pétales bien marqués. Là, on a l'impression que tout est un peu, le bout des pétales est un peu fripé. Voilà, c'est un rosier que j'aime beaucoup et qui est très peu connu, ce qui fait que je l'aime encore plus. Alors, après, dans les autres rosiers au jardin comme ça, je voulais vous montrer deux grimpants. Le Pierre de Ronsard, très 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 connu, le Pierre de Ronsard, mais que j'aime beaucoup, alors que j'aime moins quand la fleur est totalement ouverte, parce qu'on a l'impression qu'elle est coupée. L'impression qu'il manque la fin en fait de la rose. On a l'impression qu'on a pris un couteau et on a coupé comme ça. Donc la forme est très très en coupelle, mais je sais pas. J'aime moins. Sur le bouton, on voit bien ce que j'aime beaucoup parce que là, les pétales sont blancs
et bordé de rose, comme si qu'avec juste un petit bout de feutre, on avait dessiné le bout des pétales en rose. Et voilà, donc c'est un rosier qu'on voit beaucoup. Chez moi, il a jamais trop fleuri. Là, il a plus de 10 fleurs en même temps sur le rosier, donc c'est pas mal. Pour le mien, c'est pas mal. Et donc il est accroché sur une arche, et sur la même arche en face, il y a le rosier grimpant Félicité et Perpétue, qui, j'espère que ça se dit comme ça, qui est un rosier non remontant. Et c'est un rosier que j'avais eu en cadeau parce que j'avais fait une grosse commande de rosier. Et donc c'est un grimpant non remontant, ce que j'ai trouvé très particulier. Alors c'est un rosier, mais alors les fleurs sont minuscules et blanches. Elles sont... C'est pas la forme que je préfère, mais elles sont tellement petites, c'est tout mignon en fait. Il a beaucoup de roses. C'est l'un des rosiers assez difficiles pour couper les fleurs fanées parce que il y en a beaucoup. Les tiges sont très fines en fait. On n'est pas sur le rosier robuste quoi. On est sur quelque chose de très fin, très petit. Et voilà. Et donc avec, on a mis une clématite qui se mêle avec les toutes petites fleurs blanches. Voilà. Alors, il y a aussi, pas très loin de ces deux rosiers grimpants, le Golden Celebration, qui est un rosier de David Austin, un rosier jaune. Je voulais vous montrer la belle fleur jaune ouverte, hein, parce qu'elle a une très belle coupe, une très belle forme. C'est donc un rosier anglais, puisque c'est un rosier de David Austin. Et voilà, malgré le fait que ce soit jaune et que je sois pas très fan du jaune au jardin, bah j'aime bien. La coupe et la forme est très jolie et c'est un beau jaune. Donc là, le rosier Golden Celebration, il est dans la haie droite que je vous avais présentée la dernière fois. Côté haie gauche, l'équivalent de ce rosier-là, puisque les haies sont un peu faites en symétrie. C'est le rosier Super et Nothing, qui est... que j'arrivais pas à me rappeler de son nom la semaine dernière, mais ça m'est revenu au moment du montage. Je dis bah oui, bien sûr. C'est un rosier remontant, mais un rosier ancien et qui a bien la petite forme de coussinet là. Et c'est un rosier qui est censé ne pas être très haut, et pourtant il l'est. Et alors je suis très contente de voir ces roses cette année, parce que, alors il avait plein de boutons. Et puis les roses, elles s'ouvraient pas. Je me dis c'est pas vrai, je le verrai jamais, parce que il a la spécialité de fleurir quand je suis en vacances l'été. Voilà. Donc on part pas un mois, hein, enfin... Et en fait, à chaque fois qu'on part, les fleurs s'ouvrent à ce moment-là. Et je reviens et j'ai plus qu'à couper le bouton, le cœur fané, là, tous les pétales sont par terre. Et je ne connaissais pas cette fleur-là, mis à part sur Google Images. Sinon, non, je ne savais pas ce que donnait ce rosier. Donc ça y est, je le vois, il m'en a montré plusieurs et voilà, je suis très contente parce que là, enfin voilà, il me plaît beaucoup. La couleur est un peu soutenue en plus, parce que autant la forme c'est une forme que vous voyez sur pas mal de mes rosiers, mais la couleur elle est quand même plus soutenue que ce qu'on peut voir. Petite fleur aussi. Voilà, donc celui-là je suis assez contente parce que je voulais quelque chose de très précis pour cet endroit là, et du coup ça correspond vraiment à ce que je voulais, donc tant mieux. Je passe ensuite au massif du fond, qui est le dernier qu'on a fait, où on a des couleurs plus soutenues. Donc je vous avais déjà parlé la semaine dernière de Louche et de Magna Charta. Cette semaine, il y a eu des nouvelles floraisons, notamment Rose de Recht. Alors Rose de Recht, c'est de la même famille que Jacques Cartier. Ce qui signifie que c'est des roses qui poussent en grappe, mais en grappe version sardine, quoi. Ils sont tous serrés, ils ne peuvent pas s'épanouir et tout ça. Pour l'instant, Rose de Recht n'a pas fait de grappe. Il a fait plein de roses partout. Il s'est étendu. En plus, avant, à cet endroit-là, on avait des framboisiers, sauf que les framboisiers, ils ressortent. Alors... Et puis, comme ils sont tellement ressortis que on a eu les framboises qui commençaient à se préparer, je voulais pas couper ça parce que voilà, c'était des framboises. J'ai coupé d'autres pieds ailleurs, mais là, non, je pouvais pas couper. Donc voilà, lui, il s'étend sur un framboisier, puis à côté, il y a un autre petit rosier qui essaye de faire sa place. Donc là, j'ai taillé pas mal de branches quand même, parce que voilà, le but, c'est quand même pas qu'un rosier étouffe les autres. Donc voilà, lui il a plein de fleurs un peu de partout, mais pas encore en grappe. Ça viendra. À côté
de lui, il y a le rosier Sidonie qu'il avait tendance un petit peu à étouffer. Et à côté du rosier Sidonie, on a la Belle Herminie. Alors je commence par la Belle Herminie, qui a une couleur assez semblable à Rose de Recht, qui est très jolie. Je me rappelle plus s'il est remontant ou non remontant celui-là. Ah, ceux du Massif du Fond, je les connais un peu moins. Et il se mêle, la Belle Herminie, à Sidonie. Sidonie, qui est rose clair, donc qui a à nouveau la même forme, mais voilà, celui-là, il me faisait de l'œil depuis longtemps, j'ai mis 1 an avant de craquer. Et voilà, les deux s'entremêlent, la Belle Herminie et Sidonie, et j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup le rendu. Voilà, donc là on a Rose de Recht et la Belle Herminie, couleur assez semblable. Au milieu on a Sidonie, qui est plutôt rose par rapport aux deux violets. Et derrière Sidonie, il y a alors Pink Grutendorst. Je ne sais pas exactement comment ça se dit. Alors celui-là, il est très particulier. Alors le Massif du Fond, c'est un massif rond. Et donc l'équivalent de celui-là, c'est Enfant d'Orléans, de l'autre côté. Et en fait, ces deux rosiers, Enfant d'Orléans, je vous le présenterai plus tard quand il aura davantage de roses, mais ces deux rosiers qui ont des toutes petites roses et qui ont des roses qui ne ressemblent pas à des roses. Enfant d'Orléans, à la limite, il ressemble plus à une rose que Pink Grutendorst, mais les fleurs sont toutes petites. Et tellement petites que oui, je pense que avant de connaître les roses, j'aurais pu passer à côté sans me dire que c'était un rosier. Pink Grutendorst, c'est plutôt des roses en forme d'œillet. Voilà. Et il y en a beaucoup sur... pareil, hein, des grappes de petites roses, assez éloignées, enfin disons que voilà, on n'est pas sur les sardines, hein. Fleurs très délicates, qui paraît fragile, parce qu'on est sur des tiges très très fines. Et voilà, c'est un rosier qui est assez haut, donc je l'ai mis derrière parce que voilà, comment il dépasse les autres, quoi, donc du coup on le voit bien. Et ces fleurs sont très originales. Donc j'ai quand même du mal à me dire que c'est un rosier, mais c'est un rosier et j'aime beaucoup les fleurs. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur les rosiers. Ça en fait 17 si je me trompe pas, si j'en ai pas oublié. 17 sur les 57 en fleurs. Voilà, du coup je vais clore maintenant cet épisode de podcast parce qu'il est temps, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Merci encore une fois pour tous vos retours, comme je vous le dis. Tous vos retours, que ce soit sur la partie tricot, sur la partie jardin. Je suis toujours aussi étonnée que ça puisse vous intéresser autant. Si c'est pas le cas, j'espère que vous avez bien coupé avant pour pas vous farcir cette partie moins intéressante. Et puis bah oui, encore une fois, un immense merci à tous, immense merci de me suivre. Ces derniers temps, les épisodes sont assez longs, donc merci de continuer à les regarder, à être aussi enthousiaste avec vos pouces vers le haut. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, bonnes activités créatives, hein, je vais pas les redétailler, bonne semaine, profitez bien du beau temps en espérant qu'il fasse beau chez vous, et puis à mercredi.